Bonjour. Ah, mon micro il fonctionne maintenant. On parle à Barry? C'était moi, oui, c'est Barry. Parfait. Oui, ça marche même très bien. Fait que toi, Barry, t'es en projet pour l'installer, Google App Éducation, ou c'est déjà fait? C'est installé, mais en format projet. On a OK. quelques groupes de profs et quelques petits groupes d'élèves qui sont en train de l'expérimenter. L'année prochaine, on va plus grand et en principe, on est censé d'aller à travers la commission scolaire en 2014-15. OK. Puis à date, là, au niveau de tout ce qui est Patriot Act et compagnie, ça fait pas peur aux gens chez vous? Pas en ce moment. On utilise notre programme de citoyenneté numérique pour dire, écoute, on va éclairer le monde pour qu'ils soient responsables avec leur utilisation des apps ou puis de Google Docs puis tout ça, puis qu'ils laissent pas des traces de niaiserie. Mais à part de ça, on Uh-huh. n'a pas eu à convaincre grand monde pour le faire. OK. Fait qu'il n'y a pas de secrétaire général là, ou de légiste là, de la commission scolaire qui a levé de flag pour faire peur au monde avec ça. Initialement, notre directeur de service informatique avait levé un petit flag, mais on convainc d'autres mondes, puis lui il suit un moment donné. OK. Bon, ben, coudonc, c'est bon ça. On est rendu à 37. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient faire des tests de son? Question d'équilibrer un petit peu nos micros pour que ce soit un petit peu plus fluide tantôt. Simplement lever la main là. Bertin, je sais pas si t'es là. L'enregistrement roule. J'imagine que tu avais l'intention de faire enregistrer l'atelier. Ouais, ouais, effectivement, faut enregistrer ça. OK. Peux-tu monter un petit peu le Donc, niveau de ton micro, Bertin, tant qu'à y être? ouais, monsieur. 63, c'est pas pire le même. Là, tu viens de monter? Ouais, c'est-tu mieux OK. comme ça? Bah, montons ça à 75, 75, là. J'essaie de... 75 comme ça, un deux, c'est pas pire. Ouais. Es-tu du genre à monter le ton, toi, des fois, là? Non. Non? 80, Non, c'est trop. 85, Vous c'est baissez à trop. 65 à peu près, là, c'est... je m'aperçois OK, que je t'ai trop fait monter. 64, c'est un comme ça, c'est pas pire. Ça 64 va et comme demi, ça? ça va être bon. OK. Super. Fait que 42 participants, 63. Je pense que... Veux-tu commencer à l'heure pile? À 45? Ben, il y en a combien sur soi? Il y en a combien à peu près? 20? On va attendre un peu, 44 ouais. sur 63. En une couple de minutes. Parfait. On va commencer à leur pile, là. 40, 45, 46. Il reste deux trois minutes. C'est bon. Parfait. Tiens. Donc, pour ceux qui sont arrivés depuis le dernier envoi, là, il y a un site qui est utilisé que Bertin a créé pour son Google App application. Je vais vous le réenvoyer. Et puis, c'est pas mal avec ça qu'on va travailler. Bertin, as-tu testé le partage d'écran de ton côté? C'est vrai, je voulais tester ça un matin, mais je l'ai testé hier, puis tout était beau. J'ai eu assez des problèmes, là, mais ça devrait être correct. C'est pas grave, ok. Fait que si jamais t'as un pépin, je ferai le partage, puis tu me diras où cliquer. Marche-tu ça? C'est bon. Bon. La SCAL, s'il y en a qui veulent tester leur micro. Test, Denise Saint-Pierre à l'appareil. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Salut Denis, ça va bien? Très bien.
Bon. Bonjour Daniel, beau séjour de la commission scolaire de l'énergie, vous m'entendez bien? Ouais, ça sonne la canne un peu. C'est Daniel, ça? Oui, Peux-tu commencer par essayer de baisser le niveau de ton micro? Est-ce qu'il est proche de ta bouche? est-ce que c'est Peut-être correct comme l'éloigner ça? un peu aussi. Je vais baisser un peu, là, est-ce que ça va? C'est mieux, mais il est comme bien étouffé. Bertin, ça y arrive, lui, quand il met à des places où il devrait pas son micro, là. Ok, là, moi, j'ai pas de casque, de micro-casque, c'est mon micro de mon ordi, là. Ah, ok, ça explique pas mal. Ça explique que ça sonne Ouais, un peu étouffé. j'essaierai de pas trop parler. Non, 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 je t'en prie, si t'as des choses à dire, gêne-toi pas. C'est juste que on va peut-être avoir un peu de difficulté à t'entendre. Alors, je C'est m'organiserai bon? pour me faire entendre. Merci Stéphane. Merci, Daniel. André, voyons, André Cotte à partir du micro de son ordi. Vous m'entendez? Ouais, ben t'as pas le même micro d'ordi que Daniel, ça sonne pas mal. Ça sonne bien. C'est un Dell. Bon, je dirais que tu dois avoir d'autres problèmes, mais c'est pas grave. Le micro marche bien. Et Merci, sous André. Linux en plus. Ah, ben ça te sauve peut-être, je sais pas. Bon, une main levée, qui s'est rebaissée aussi vite. Donc, écoute, Bonjour, c'est Bertin, on a Brigitte. Est-ce presque... que... Oui, Brigitte, oui, vas-y. Oui, salut, bonjour. Je voulais savoir si vous m'entendiez bien. Tu pourrais peut-être monter un peu le niveau de ton micro, ça nous aiderait. Brigitte, Bertin m'a Parfait. dit que tu l'as utilisé, toi, Google App Éducation? Oui, on est en train de l'expérimenter ici à la commission scolaire. On n'a pas ouvert toutes les options, mais sauf qu'on voulait tester dans le milieu la réception, dans le fond, OK. l'accueil là, de cet outil-là. Et puis, en fonction de voir éventuellement si on ouvrait davantage. C'est toujours un peu ce que tu disais tout à l'heure, là, l'espèce de la loi là, qui sur les données, le partage des données, qui fait que on y va expérimentalement pour voir dans le milieu comment ça répond d'abord, là, mais c'est vraiment intéressant. OK. C'est bien accueilli. À date, moi, j'ai 4 noms de personnes qui sont en projet avec ça. Il y a David Cormier, il y a toi, Brigitte, il y a Luc Lagarde, puis Barry Anna. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les 50 personnes qui sont là qui ont déjà entamé des démarches? Parce que c'est peut-être plus avec vous qu'il va y avoir des échanges aujourd'hui. On va être nombreux. Nathalie Dubois, OK. T'es où, Nathalie, toi? Bonjour, vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. OK. Moi, je suis à la commission scolaire des draveurs. J'ai participé à la Google Retreat parce que nos collègues de l'Ontario, juste à côté, ont passé là, 100% de la commission scolaire avec le Google Apps. Ils nous avaient Ouais. invités, moi et Luc Lagarde. Et puis, chez nous, on a eu une fin de non-recevoir catégorique à cause justement de la législation concernant la protection des données. Je viens surtout là, voir là, les autres, comment est-ce que vous avez réussi à faire passer ça chez vous, parce que c'est un outil qui est vraiment merveilleux. J'ai joué dans le fond, dans la plateforme, dans le dashboard. Puis, juste pour ça, là, je veux avoir surtout là, de l'info là, sur tout ce qui est protection des données nominatives et toute la loi, justement, le Patriot Act. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à cet atelier. OK. C'était pas clairement dit ce point-là n'était pas clairement défini dans le descriptif de l'atelier, mais on va voir avec Bertin. Il y a de la place là, pour des ajustements en cours de route, là. Si vraiment c'est une préoccupation de beaucoup de gens, je pense qu'on pourrait au moins faire un petit survol de qui gère ça comment, là, cette histoire-là, là, au niveau des droits. Euh, Juste avant de te quitter, là, Nathalie, j'aimerais ça que tu baisses un petit peu le niveau de ton micro. Peut-être de 25%, là, quelque chose comme ça, là, 15%. Puis sinon, Comme ça, Bertin, on est déjà rendu à 8. Ouais, ça va être bon, ça va Nathalie. être mieux. Bertin, OK. je sais pas si tu as envie qu'on commence ça. Il est 8h49. Ouais, on est prêt, mon Stéphane. Bon, ben disons que c'est un départ. L'idée de départ, là, justement, c'est venu de Bertin qui il a fait un appel à tous sur la liste.
en demandant qui s'intéresse à Google Apps Éducation. Moi, j'ai été un de ceux qui a répondu, mais en y spécifiant bien que je l'avais jamais essayé. Ça m'intéressait, je l'avais jamais essayé, puis j'y connaissais pas grand-chose. Et puis Bertin il a dit parfait, tu vas me servir de cobaye pour préparer l'atelier. Fait que c'est un peu ça ma contribution aujourd'hui, là, de servir de cobaye au test de Bertin. En gros, les questions qu'on s'est posées, oui, pour préparer ça, c'est Google App Éducation, c'est quoi? C'est quoi la différence avec Google.ca? Qu'est-ce que ça fait de plus ou que ça fait de moins? En quoi c'est pertinent pour supporter certaines approches pédagogiques et des apprentissages durables? Autrement dit, si on veut travailler avec des profs avec ça, sur quoi qu'on se base? C'est quoi l'argumentaire pédagogique derrière un outil comme ça? Quel genre de pratique ça peut bien supporter? Après ça, ben, minimalement, comment ça fonctionne. Puis là, Bertin va vous le dire, on ne parle pas de faire marcher Google Drive et toutes les applications qui sont dans le kit, qui peuvent être activées dans le kit, mais plutôt Google App Éducation, là, le dashboard, comme disait Nathalie tantôt, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis qu'est-ce qui peut se faire. Puis ben, Benoît va amener un point qui est bien important, c'est comment intégrer ça en classe dans une approche AVAN. Il y en a qui sont peut-être plus familiers avec le terme, là, BYOD, mais apporter votre appareil numérique, comment on peut, disons, bénéficier de Google App Éducation dans une approche AVAN. Puis, ben, je pense que c'est David, tantôt, qui parlait de non ou Barry, éducation à la citoyenneté numérique, là. Benoît, ou je me souviens pas si c'est Benoît ou Bertin qui s'occupe de ça, mais il y a une partie là-dessus. Si vous ne l'avez pas déjà consulté ou vous n'êtes pas déjà allé, il y a le site de l'atelier que Bertin a préparé à cette adresse-là. La renvoyer via un lien web. Donc, je vous fais ça à l'instant. Pouvez-vous juste me confirmer que vous l'avez reçu? Parfait. Puis, sans plus attendre, je cède la parole à Bertin. À toi, Bertin. Donc, merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en aussi grand nombre. Donc, l'atelier commence, comme Stéphane l'a dit, avec 2 avertissements. On ne peut pas tout aborder dans Google Apps Éducation parce que il y a énormément de choses à voir. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on pense qu'on a plusieurs débutants qui connaissent pas vraiment c'est quoi Google Apps Éducation. D'ailleurs, moi aussi, là, un mois, je savais rien de Google Apps Éducation, donc j'ai fait des tests, j'ai testé des affaires et je fais part de mes découvertes. Euh, dans l'avertissement, il y a 2 choses. Le premier, c'est qu'on ne verra pas, comme Stéphane l'a dit, chacun des services Google, Google Gmail, Google Drive, Google Agenda, etc. Ça serait beaucoup trop long. Ça, je pense qu'on pourrait voir ça dans un autre atelier, soit en virtuel ou en présentiel. On verra pas le panneau d'administration non plus parce que ça, je pense que ça serait un super de bel atelier qu'on pourrait faire à la rencontre, à la formation conjointe et collaborative. C'est-à-dire que là, on vous donne une vingtaine, une trentaine de défis qui vous permettent, dans un avant-midi, de vous approprier le panneau de configuration à 90-95% et vous voyez chacune des fonctionnalités. On a commencé justement à élaborer des petits défis, là, on vous le montrera vers la fin. Je pense que vous pourriez bonifier ça. On va rentrer, par exemple, dans chacune des fonctions. Je vais dire les découvertes que j'ai faites, mais je n'irai pas dans le panneau d'administration. Cet atelier-là, donc, c'est vraiment pour les débutants. Je pense que c'est de mettre la table pour que les gens qui s'intéressent à ça puis qui voudraient se créer un compte Google Apps Éducation puis qui voudraient aller plus loin, ben, je pense que l'atelier, en tout cas, je vais offrir un atelier à ce qu'on appelle le nom du chaîné, là, formation conjointe et collaborative. Là, on va rentrer vraiment dans le panneau de configuration de Google Apps Éducation. Donc, je vais utiliser le site pour continuer. Je vais partager mon écran. Ça ne sera pas long. Stéphane? Un petit peu, Bertin, c'est ça. Tu as repris Ouais, l'animation, c'est ça, je m'en allais de faire. C'est bon. OK. Donc, On a eu le temps de voir ta petite famille. Bertin, il est bien beau, cet ah, enfant-là. Il est sûr qu'il est toi? désolé, j'aurais dû enlever ça. Euh,
Donc, au lieu peut-être d'aller dans VIA pour voir le partage d'écran, vous pouvez ouvrir une fenêtre puis avoir accès au site de façon plus grande, là. Donc, en haut, le panneau que je vais utiliser, c'est le panneau qui s'est écrit ici, pourquoi Google Apps Éducation. Donc, on va le voir en 3 parties de façon plus pédagogique. Là, pourquoi qu'on utiliserait Google Apps Éducation? Est-ce que ça correspond avec les éléments prescrits dans nos programmes? Étape à suivre, comment qu'on fait pour se créer un compte? Et le point 2, point 5 des découvertes qu'on a fait. Et le point 3, on va rentrer vraiment dans un programme de citoyenneté numérique qui est à l'état brouillon parce que on veut entendre vos commentaires aussi. En passant, si vous avez des questions, arrêtez-moi tout de suite. Puis, comme disait Stéphane, là, moi, je suis bien ouvert à débarquer de nos étapes, puis de répondre à vos questions. Je pense que ça aussi, c'est très important. Bertin, Ouais. il y a déjà au moins 3 personnes qui nous demandent de voir du côté légal parce que tu vois tantôt c'est Barry qui disait que ça dérangeait pas les avocats de la commission scolaire puis que le côté confidentialité des données c'était pas un problème chez eux et il y a 2 3 messages dans le chat qui disent exactement le contraire. Je pense qu'il y en a qui aimeraient qu'on garde un petit peu de temps pour jaser de ça. Écoute, on peut embarquer directement Est-ce là-dedans, que là. On va répondre aux questions Sinon, on des peut le gens. faire à la fin du point 2. Veux-tu qu'on commence avec ça? C'est comme tu veux. On peut commencer avec ça, oui. Ben, moi, je suis un peu. Écoutez, j'ai contacté des gens des centres de formation qui donnent de la formation sur Google Apps Éducation, qui aident les commissions scolaires à la migration, là. Euh, Il y en a un qui me dit que toutes les données appartenaient à la commission scolaire. Les, les données qui sont là n'appartiennent pas à Google. Par contre, j'ai lu un peu sur Google, puis Google peut utiliser ces données-là, bon, pour faire de la promotion, de la publicité. Euh, c'est sûr que les commissions scolaires, ils ont une loi qui dit que les élèves n'ont pas le droit de mettre de données nominatives sur des serveurs qui sont autres, qui sont hébergés à l'extérieur du Canada. Maintenant, moi, je suis un peu comme Barry, je pense qu'il faut éduquer nos élèves. Mais l'éducation reste il y a un risque quand même, là. Bon, là, j'ai pas plus d'informations que ça. Puis, la loi du Patriot Act, ce que ça dit, c'est que les Américains, sur leur serveur, ils ont le droit de faire des scans. Et si jamais ils soupçonnent que il y a quelqu'un dans votre commission scolaire qui est en train de monter un acte terroriste, ben à ce moment-là, ils ont le droit d'aller chercher de l'information sur leur serveur en lien avec les données que vous avez hébergées sur leur serveur. Donc, moi, c'est la seule information que j'ai. Ce que je dirais, c'est qu'il faut éduquer, mais effectivement, il y a toujours des risques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres commentaires à dire. Ben, j'aimerais peut-être que Barry explique comment ils procèdent chez eux, parce qu'ils ont l'air d'avoir la même vision que toi. Puis après ça, on pourra entendre Nathalie puis Patrice qui sont fait carrément dire non dans l'ECS. Puis entre-temps, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, là, gênez-vous pas. Écoutez, on pourrait y aller dans l'ordre avec, je sais pas, Barry, est-ce que tu es prête ou parce qu'il y a 2 mains levées. Il y a Benoît puis Patrice aussi. Regarde, on va y aller avec Benoît. Vas-y, Benoît. Mais on peut laisser Patrice avant. Ça ne me dérange pas. Je peux prendre mon temps pour. OK. D'accord. Patrice. OK. Peut-être juste clarifier, puis en même temps, je comprends qu'au cours de l'atelier, on n'embarquera pas trop dans la poutine légale. Les commissions scolaires, elles peuvent faire appel à des hébergeurs externes. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas la loi sur l'instruction publique ne restreint pas les commissions scolaires à faire appel à des fournisseurs de services, comme la société Grix, par exemple. Puis ça pourrait être Microsoft, par exemple. Cependant, ce que la loi sur l'instruction publique dit, c'est que les commissions scolaires sont responsables de ce qui arrive avec ce qu'elles confient. Alors, c'est pour ça que les services des technologies et les secrétariats généraux sont si souvent pointilleux et chatouilleux par rapport
au type de service auquel ils font appel quand c'est à l'externe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, la question du Patriot Act, c'est pas que les Québécois, ils n'ont pas le droit de d'utiliser des services états-uniens, sinon on n'utiliserait plus rien de Apple, rien de Microsoft. Sauf que ça limite souvent la marge de manœuvre qu'on a. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, ce serait si on peut faire appel à Google, par exemple, pour avoir un hébergement local, avoir un serveur dédié, mais ça, j'imagine, je fais juste le lancer. Je pense pas que personne n'a la réponse ici aujourd'hui, parce que moi, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue quand j'étais à la Grix avec les gars du MST, et ils nous avaient carrément dit, écoutez, offrez-nous les services Google sur vos serveurs, puis on va faire appel à vous autres, là. Alors, c'était mon commentaire. En effet, ça serait une bonne question à poser. Je veux pas trop mouiller là, mais on m'a rapporté un cas à l'ETS où il semblerait qu'ils ont essayé de faire ça, d'avoir des services Google, mais sur des serveurs québécois, et ça n'aurait pas marché. Mais je tiens pas ça de source sûre. Et puis, je voudrais pas que ça soit rapporté là tel quel. Faudrait peut-être poser la question à Denis Galland qui est en analyse actuellement pour faire, disons, une nouvelle version du projet 1000 ou en tout cas quelque chose un nouveau type de portail. Ça serait le genre de gars qui pourrait peut-être nous éclairer là-dessus. Il y avait Barry, veux-tu nous dire un peu, toi, de ton côté, comment vous vivez ça dans votre CS? Ben, chez nous, la première chose qu'on est allé faire, c'est aller visiter une commission scolaire à Ottawa, qui sont bord en bord avec Google Apps. Ils viennent faire le switch cette année, je crois, ou en fin d'année dernière. Puis les autres, ils sont allés se faire un avis juridique sur la légalité d'héberger leur contenu sur des serveurs aux États-Unis. Et ils ne pouvaient pas nous dévoiler le contenu exact de leur avis juridique, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il n'y a pas un problème légal à ce niveau-là. Il y a aussi des avis juridiques en Alberta qui ont dit plus ou moins la même chose. Nous autres, notre secrétaire général et les avocats à notre commission scolaire, au début, ils hésitaient un petit peu, mais parce que chez nous, ça fait depuis janvier 2011 qu'on a un programme de citoyenneté numérique qui fait partie de chaque plan de succès de chacun de nos écoles. Fait qu'on utilise l'argument qu'on fait instruire les élèves et les profs, et ben donc, dans le fond, le personnel de la commission scolaire sur nos empreintes numériques qu'on laisse partout et qu'en principe, utiliser des serveurs à l'externe ne devrait pas nuire au monde qui se comporte comme des bons citoyens numériques. Je sais que je m'en allais avec ça. L'autre chose, c'est que les données qui seront sur les serveurs Google, c'est pas des, à part les courriels qui seront là éventuellement, parce que pour l'instant, nous autres, on a notre modèle, c'est qu'on utilise toutes les Google Apps for Education, sauf le courriel. Le courriel rentre encore dans notre portail parce que, ben, pour des raisons techniques, le courriel peut pas, une adresse courriel peut pas tomber dans deux différentes boîtes courriel en même temps. Fait que le courriel rentre dans le portail pour les profs et les élèves, mais on a tout accès à toutes les autres applications, puis on peut contrôler, on peut pousser les apps que le monde utilise. Mais toutes les choses nominatives comme la côté corporatif de la commission scolaire, ça ne serait pas hébergé sur des serveurs Google. Côté administratif, on gardera quand même notre serveur Exchange pour tous ceux qui travaillent à la commission scolaire ou comme direction d'école ou tout ça. Eux autres, leurs courriels vont rester là. Ils auront aussi une deuxième courriel s'ils veulent l'utiliser dans le Google Apps for Education. Mais pour l'instant, c'est juste, ça va être les travails collaboratifs des élèves, leur courriel, c'est à peu près. Bon, ben merci Barry, je pense que ça fait un bon tour d'horizon. Benoît, aurais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Puis je pense que dans votre réflexion, dans votre milieu, ça pourrait être intéressant de contacter directement ceux qui ont une petite longueur d'avance, là, comme Barry puis Patrice. Puis il y a déjà des questions dans le chat qui arrivent. On pourra
je suis pas sûr qu'on a le temps de gérer tout ça aujourd'hui. Peut-être laisser Benoît faire son intervention, puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Vas-y, Benoît. Bon, écoute, la première chose, c'est les précisions entre autres, de Patrice sont très justes. Je vous dirais qu'au Québec puis dans les autres provinces du Canada, ça peut être très différent parce que nous, les contraintes qu'on a en éducation viennent de la loi sur l'instruction publique. C'est dans la loi sur l'instruction publique qui est très spécifié, très clairement que l'institution a l'obligation de protéger les renseignements nominatifs des élèves. À partir du moment où on installe des services d'élèves sur des serveurs qui sont à l'étranger et qui se trouvent à être hébergés dans d'autres législations, c'est là qu'il pourrait arriver à des conflits de loi. Bon, le Patriot Act est un exemple, mais il pourrait en avoir d'autres parce qu'on sait que les serveurs de Google ne sont pas qu'aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. L'autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu connaissance de 2 avis légaux qui disaient des choses contradictoires. Et en fait, j'en ai vu un qui disait que c'était délicat, ça proposait de prendre ses distances, mais on m'a rapporté qu'il y a eu un plus récent avis. Et les services informatiques, à mon avis, à ce moment-ci, sont beaucoup plus enclins à vouloir avoir des permissions de faire ça parce qu'ils viennent de découvrir Office 365, puis ils viennent de se rendre compte qu'Office 365, mais ça fonctionne avec leurs outils de gestion qu'ils ont déjà à l'interne. Et ils ont beaucoup moins de barrières tout d'un coup à installer toutes sortes de services à l'étranger. Pourtant, les problématiques avec Office 365 et Google Apps sont exactement les mêmes parce que ça fonctionne sur le même principe. Donc, la différence, c'est qu'avec Google Office 365, il est possible d'installer ces données à l'interne si on le souhaite, mais les services informatiques, c'est pas les mêmes coûts pour eux et ils voient ça beaucoup plus intéressant parce que les services de Office 365, si on est bien informé, sont gratuits pour les élèves. Donc, pour eux, ça devient très, très intéressant. Donc, il y a ces éléments-là à mettre dans la balance. Et l'avis légal qui était en faveur de l'utilisation de ces outils-là précisait que si les comptes qui sont créés ne transmettent pas d'informations nominatives, par exemple, on utilise des codes, les noms d'utilisateurs, c'est pas les noms des élèves, on ne donne pas d'informations, et que si en plus on va chercher l'autorisation des parents, mais c'est un peu comme si ça nous dégage de cette responsabilité-là. Bon, ça, c'est le point légal, le point, on pourrait dire moral, de se demander est-ce que nous, on veut partager et quels moyens on se donne. Mais là, c'est le même débat que par rapport à n'importe quelle utilisation d'Internet par nos élèves, c'est-à-dire comment on les encadre, puis comment on les éduque à l'utilisation responsable d'Internet en général, que ce soit cet environnement-là ou d'autres. Donc, je pense que ça fait un peu le tour, là, je ne vais pas aller trop loin. En résumé, si vos services informatiques veulent rentrer Office 365, mais qui ne veulent pas rentrer Google Apps, ce n'est pas à cause des éléments légaux. Benoît, tu as un petit problème de son. Je te laisse peut-être reprendre tes 2, 3 dernières phrases. Ah, OK. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Alors, ce que je disais, c'est Oui. que si les services informatiques veulent pas voir entrer Google Apps dans votre commission scolaire, mais qui veulent voir entrer Office 365, dites-vous bien que c'est pas pour des questions légales. Bon. Écoutez, chers collègues, vous m'impressionnez pour un petit point improvisé ce matin là qu'on pensait pas nécessairement avoir à traiter. Je pense qu'on vous avez fait preuve de beaucoup de compétences, puis vous êtes une mine d'informations. Bertin, veux-tu prendre la suite, reprendre le fil de ce qui était prévu dans l'atelier? Puis écoute, si jamais il y a d'autres divergences comme ça qui arrivent, puis qu'on veut faire un petit détour, je pense qu'on est équipé comme collègues pour le faire, hein? Les petits détours sont bienvenus, là. Oui, Ah, il David y a a la peut-être main levée. David Vas-y qui donc, voulait David. rajouter quelque chose. Vas-y, David. Ah, David, faudrait peser sur ton petit piton de micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce on que vous t'entend. m'entendez? Oui, ok. Alors, c'est juste une petite précision, là. Tantôt, il était question de savoir si Google Apps Éducation pouvait être installé sur les serveurs de la commission scolaire. Et ben, moi, j'ai posé la question directement au service informatique chez nous, puis ben, il semblerait que non. Alors, c'est juste une petite précision.
Merci David. Puis écoute, moi, aussitôt l'atelier Philly, je vais essayer de trouver les coordonnées de Denis Galland, puis c'est le genre de choses qu'ils ont sûrement évalué là, dans leur projet. Je me prends une note là-dessus. Je te laisse aller, Bertin. Écoute, moi, je suis content d'entendre ce que j'ai entendu ce matin. Ça me dérange pas de prendre le lead puis de donner des réponses, justement, à Patrice, là, à l'hébergement local, mais je pense que David vient de répondre, puis je pense qu'effectivement, c'est vraiment impossible. Puis je vais essayer avec ma commission scolaire, mon secrétaire général, par l'intermédiaire de Barry, Benoît, puis d'autres personnes là, qui sont impliquées là-dedans, qui ont un petit peu de vécu, essayer justement d'avoir un avis juridique, puis de donner plus d'informations, justement, au prochain atelier qui pourra avoir lieu à la, j'oublie le nom, formation conjointe et collaborative. OK. Puis comme je le redis encore, là, gênez-vous pas d'intervenir, levez la main, même si on déroge de notre plan de match. Donc, je m'en vais au point 1, les éléments prescrits de nos programmes de formation, puis les lignes directrices de Google Apps Éducation. Je voulais savoir c'était quoi, comme Stéphane, ben, voilà un mois, je savais pas c'est quoi Google Apps Éducation, puis effectivement, on m'avait dit qu'on pouvait l'héberger en local, fait que je suis allé voir c'est quoi, puis je me suis dit, bon, c'est quoi les lignes directrices? Donc, vous savez tout le monde que Google Apps Éducation, bon, ça permet de collaborer, c'est les mêmes outils dans le fond que Google.ca, ça permet de collaborer, communiquer, partager du contenu et se réseauter. Étant donné que c'est des fonctions du Web 2.0, ben Google Apps Éducation, c'est du Web 2.0, autrement dit, ils s'en vont vers du sans papier. Ça permet de faire du papier, mais normalement, on s'en va vers une philosophie sans papier. Multiplateforme, parce que ça peut être utilisé avec n'importe quel navigateur système d'exploitation Linux, Windows ou Mac. Multifonctionnel, parce qu'il y a des applications Google Apps Éducation, il y a des applications web qui sont adaptées à la mobilité et il y a des applications natives aussi qu'on peut télécharger à partir d'un magasin virtuel. C'est offert gratuitement. Effectivement, il y a une version qui est payante. Mais ce que ça donne en gros, c'est que ça donne plus d'espace de stockage. Mais même avec la version gratuite, vous allez voir tantôt, je pense qu'il y a un espace de stockage qui est suffisant pour nos élèves. Sans publicité, un accès à différents services. Vous connaissez les services Google Doc, Google Agenda, etc. Dans un environnement pédagogique. Parce que c'est des outils du Web 2.0, vous allez voir avec le point 2, on pense que c'est vraiment un très bon environnement pédagogique. Sécuritaire, c'est pas sécuritaire dans le fond, ce qu'on vient de parler tantôt. C'est sécuritaire, dans le fond, l'élève, lorsqu'il va produire, lorsqu'il va créer quelque chose, lorsqu'il va écrire, ben, il peut partager avec qui veut. Aussi, Google Apps Éducation privilégie une utilisation responsable et c'est là qu'on pense qu'on a besoin d'un programme de citoyenneté numérique. Sinon, ben, c'est sûr qu'il peut arriver des petits faits illicites. Efficace dans le sens que rapidement, les élèves peuvent créer, peuvent produire, peuvent se réseauter, peuvent échanger. Donc, les outils qui sont là-dedans, vous les connaissez, sont formidables. Respectueuse d'éthique, ben, ça devient aussi, ça va un peu avec responsable. Ça prend un programme de citoyenneté numérique. Le point 2, j'avais beaucoup aimé le tableau de Judith Quentin qui avait fait un lien entre les approches pédagogiques qui sont privilégiées dans nos programmes puis les processus cognitifs de l'élève, les hauts niveaux de la taxonomie de Bloom. Et puis, j'ai rajouté à droite l'intégration des TIC. Là, nous, on ne fait pas la promotion de Google Apps Éducation, puis on n'est pas en train de le vendre, puis malheureusement, on n'a pas d'action là-dedans. Là. Mais Google Apps Éducation, étant donné que c'est du Web 2.0, étant donné que ça crée de l'interactivité, on peut l'utiliser avec la mobilité, on peut l'utiliser hors classe, ben, on disait que ça va bien avec les aspects qui sont favorables dans nos programmes. Les aspects qui sont favorables dans nos programmes, c'est les deux approches pédagogiques en bas, le constructiviste, socio-constructiviste, puis les hauts niveaux de la taxonomie de Bloom. Ben, on se disait que Google Apps Éducation supporte bien ces aspects favorables-là. On n'est pas en train de dire non plus que le transmissif, il faut éliminer ça, puis le comprendre, le mémoriser, il faut éliminer ça. De temps en temps, il faut être là, on n'a pas le choix, mais dans une utilisation régulière du transmissif ou de la mémorisation, ben, on n'est peut-être pas correct avec nos aspects favorables de nos programmes de formation. Donc, c'est bon pour ça. Est-ce qu'il y a des questions?
Sinon, je vais poursuivre tout de suite à le point 2, les étapes à suivre pour se créer un compte. Vous allez voir, c'est très simple, c'est quand même très rapide. Donc, 4 étapes pour se créer un compte de Google Apps Éducation. Les onglets sont ici, là, créer votre compte, confirmer votre nom de domaine, créer des utilisateurs, diriger vos courriels, c'est terminé. Ensuite, vous avez votre panneau de configuration de Google Apps Éducation. Pour le créer, vous allez, j'ai mis le lien ici, là, Google Apps Éducation. Si je clique sur l'image, il y a trois étapes, 1, 2, 3. Je l'ai fait l'autre fois, ça prend peut-être 10 minutes, puis c'est terminé. Votre compte est créé. Puis pour avoir accès à votre panneau d'administration, vous allez dans www.google.com/a/ moi, mon nom de domaine que j'ai pris, c'est domaine DevProf. C'est un nom de domaine qu'on avait déjà à notre commission scolaire. Ou vous pouvez utiliser admin.google.com pour aller dans votre panneau d'administration. Vous entrez votre courriel que vous avez donné au début et puis votre mot de passe. Et là, vous êtes dans votre panneau d'administration. Donc, Bertin, si je comprends bien, on n'a pas besoin de le faire au nom d'une CS. Un animateur récit local qui voudrait faire des tests pour, on va dire, pour sa personne, pour faire une démo à ses boss, il peut le faire. Tu n'es pas obligé Oui, d'avoir un nom de... Tu peux prendre le nom de domaine qui est générique de Google Apps. Est-ce que j'ai bien compris? tu as raison, ben, dans le sens que la semaine dernière, il y a une école primaire qui voulait, bon, le prof voulait avoir google.ca. La directrice me dit, Bertin, il y a de la publicité là-dessus, j'aime pas ben, j'aimerais ça que tu m'aides un peu. Donc, je vais la rencontrer. Finalement, on dit au prof, regarde, on n'est plus légal si on utilise Google Apps Éducation parce que c'est pour une école primaire. Google.ca, ça demande au Canada, c'est 13 ans. Et puis, eux, c'est des élèves du primaire. Donc, j'ai dit avec Google Apps Éducation, il n'y a pas vraiment d'âge. Ce que j'en ai compris, c'est l'école qui va déterminer l'âge qu'elle veut bien donner. Donc, une école pourrait dire, ben, nous, Google Apps Éducation, c'est 5 ans et plus, puis il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des services dans Google Apps Éducation qui demandent 18 ans, comme Google+, ça demande 18 ans. C'est ce que j'ai entendu, il faut que j'aille le vérifier. Et il y aurait d'autres services qui demandent un certain âge minimum. Quand j'ai créé leur compte, eux n'avaient pas de nom de domaine. Ils ne voulaient pas attendre après la commission scolaire. Le prof voulait avoir son compte lundi matin. Donc, dimanche soir, j'ai embarqué sur Internet. J'ai créé son compte. On a acheté un nom de domaine par l'intermédiaire de Google. Le nom de domaine coûte 13 $ par année. Donc, si vous avez un nom de domaine, c'est une chose. Si vous n'avez pas un nom de domaine, vous pouvez en acheter un. C'est 13 $ canadiens par année. Ça répond bien à ma question. Y a-t-il une autre question? Là, j'ai entendu un ting ting. Non? C'est Luc Lagarde qui a une question, Bertin. Oui, allô? Oui, Luc. Oui, juste pour parler des noms de domaine, durant notre Google Retreat, les formateurs nous ont bien avertis de faire attention si on prend, supposons, un nom de domaine pour une école, puis qu'après ça, on veut regrouper tous les services sous un autre nom de domaine, ça peut créer des problématiques, par exemple. Donc, ils nous ont vraiment averti de faire attention parce que c'est arrivé à certaines places où il y a plusieurs noms de domaine qui ont été utilisés, puis là, tout d'un coup, le conseil scolaire a décidé de tout rapatrier ça. Donc, ça a créé des problématiques pour rapatrier. Il suggérait souvent des sous-domaines, là, mais juste un avertissement là, de faire attention pour ça. Okay. Merci, donc, Luc, de très partir pertinent. autant que possible avec un nom de domaine le plus large possible, quitte à faire des sous-domaines après. Ça a bien de l'allure, Luc. Parce que c'est d'avoir une certaine vision aussi là, dans la commission scolaire ou ailleurs. Justement en lien avec les noms de domaine. Ensuite, vous devez confirmer votre nom de domaine, la deuxième étape. C'est sûr que... Oui, on prend les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas c'est qui, là. Ben, c'est moi. Je voulais juste savoir si le nom de domaine doit servir uniquement à ça ou si un autre nom de domaine que tu as déjà peut être accolé à Google Apps et servir à deux fonctions. En d'autres termes, si tu as déjà un ou deux noms de domaine, est-ce que tu dois en racheter un troisième ou un deuxième pour aller sur Google Apps ou tu peux utiliser ceux que tu utilises déjà ailleurs? Non, tu peux utiliser ceux que tu utilises déjà ailleurs.
OK. Avec un sous-domaine, je suppose que c'est préférable. Je dirais que c'est au choix de celui qui administre, moi. Il y a Nathalie Dubois qui a la main levée aussi. Est-ce que ça répond à ta question, André? André Oui, Cotte? ça répond. Oui, ça répond. OK. Merci. Bertin, on prend la question de Nathalie tout de suite? Ouais. Ça Vas-y, sera pas long, Nathalie. c'est juste un petit commentaire. Il faut faire attention pour éviter les doublons. Chez nous, on a quand même ouvert notre compte, même si ils ont pas voulu du tout, là, mais notre compte Google est quand même accessible. J'ai pu jouer dedans. Mais au niveau du nom de domaine, on a dû s'en créer un autre parce que si éventuellement on ouvre des comptes aux jeunes, ça va créer des problématiques parce qu'ils ont déjà un nom de domaine à la commission scolaire. Donc, peut-être juste faire attention là, pour éviter justement les noms en double. Oh, bon point, ça. Merci, Nathalie. Bertin, on prend une question dans le chat ou tu veux faire un petit bout? Ah, les Parce questions. Non, que... pas. OK. On prend les Caroline questions. Dupuis qui dit que les âges minimums pour un compte Google aux États-Unis, c'est 13 ans. Je pense qu'au Canada, c'est 13 ans aussi. Mais quand tu as un Google App Éducation, là, est-ce que tu n'es pas en dehors? Étant donné que ça peut être fermé, est-ce qu'il y a un âge minimum de 13 ans? Toi, tu dis que tu l'as fait pour une école primaire. J'aimerais voir qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Non, ben, il n'y a pas d'âge. L'âge, Google Apps Éducation, Google ne met pas de restrictions. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est la commission scolaire ou l'école qui va mettre sa propre restriction. Il n'y en a pas. Cependant, il faut faire attention. Il y a certains services, même s'ils sont excusez, dans Google Apps Éducation, il y a un âge minimal à respecter. OK. Patrice, il a la main levée. J'ai l'impression qu'il y a de quoi à dire là-dessus. Oui, en fait, comme Bertin vient de le dire, c'est ce qui prévaut, c'est la situation de la commission scolaire. Alors, si dans une commission scolaire, on offre des services aux jeunes à partir du préscolaire, c'est la même chose qui s'applique. Puis, comme Bertin le disait, par la suite, il faut que tu respectes les règles du fournisseur si le fournisseur a des exigences supplémentaires. Mais à la base, ça serait comme un service qui viendrait se greffer au service existant de la commission scolaire. Alors, c'est ça qui prévaut. OK. Est-ce que c'est plus clair pour Caroline Dupuis? Donc, ce que j'en comprends, c'est que oui, on peut le faire pour des élèves plus jeunes, mais ça serait pas impossible que Google ait comme un autre niveau au niveau légal au niveau des âges. En fait, les gars, là, je suis pas certain de bien comprendre. Puis, je suis pas sûr que Caroline a dit qu'elle comprend. Bon, il n'y a plus rien que moi qui comprend pas. Patrice, éclaire-moi donc. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. C'est que tu te trouves dans une situation là pour comparer dans le fond là, c'est comme si tu serais dans une espèce d'intranet là. Alors une fois que tu es dans la maison, les règles de la maison s'appliquent là. C'est plus dans ce sens-là là. Il faut pas que tu compares Google App avec le Google de Monsieur Tout le Monde où Google exige des choses pour Monsieur Tout le Monde là. Tu te remets dans le contexte. C'est ça que j'avais compris au départ, mais ce que j'avais un peu compris à tort de ce que Caroline disait, c'est que de toute façon, si tu installes Google Drive dans ton Google App Éducation, il pourrait y avoir des règles particulières à Google Drive qui viendraient overwriter là, les règles qui sont pour Google App Éducation. Mais j'ai donc probablement compris ça de travers. C'est les règles de Google Éducation qui s'appliqueraient. Là, ça crée des mains levées. Peut-être que Caroline veut s'expliquer elle-même, puis Luc aussi, mais sinon, je voudrais pas passer trop de temps là-dessus. Caroline baisse sa main. Luc, peut-être quelque chose à dire? Oui, c'était juste pour ajouter... Allô? OK. C'était juste pour ajouter que chez nous, on avait justement, quand on le fait avec des élèves du primaire, on avait comme ouvert un peu tous les services. Puis, je donne l'exemple de Google+. Quand un jeune a appuyé sur Google+, on lui a demandé sa date de naissance. Le jeune a rentré sa date de naissance et son compte a été désactivé parce qu'il n'avait pas le droit au service. Donc, il y a un deuxième niveau de vérification pour les services qui demandent un âge légal. OK. Quand tu dis qu'il a été désactivé, il a été automatiquement? Ah oui, ou Google. c'est quelqu'un chez vous qui a fait? Ah non, on a un message, même nous, on peut pas le réagir.
une autre manière qu'il faut faire pour le réactiver. La seule affaire qu'on pourrait faire, c'est de dire oui, il y a eu une erreur dans la date de naissance et la changer. Évidemment, on le fera pas parce que on veut pas donner une fausse date de naissance, mais c'est vraiment désactivé par Google. OK. Donc, il y a quelque chose dans le système qui gère ce paramètre-là. Ah, c'est intéressant. Merci. Fait que finalement, ça nous a permis, mon ignorance nous a permis d'éclaircir un petit point. Bertin, pas trop découragé? Non, ça va Je te très laisse bien. continuer. Je suis super content. Dans le fond, tout ce qui a été dit est totalement vrai. Puis, par rapport à Luc, ce qu'il vient de dire, c'est ça, c'est qu'il y a un deuxième niveau. Quand vous allez dans le panneau de config, puis que vous prenez un service, par exemple Google+, ben il va avoir conditions d'utilisation. Vous devez cliquer là-dessus et là, vous avez, bon, des restrictions, puis peut-être qu'on parle de l'âge qui demande 18 ans et plus. C'est des choses comme ça, mais je voulais pas rentrer dans les détails, là, parce que ça, je veux faire plus ça dans le deuxième atelier, puis là, vous mettre en situation. Confirmez votre nom de domaine. Donc, si vous avez acheté le nom de domaine avec Google Apps Éducation, ça se fait automatiquement. Sinon, vous devez aller dans votre panneau de configuration de vos paramètres DNS. Ça, c'est pas moi qui le fais. J'ai dit au tech, garde, t'as ça à faire. Ça lui a pris à peu près, bon, il me dit 1 heure, là, mais il a été dérangé pas mal souvent. Donc, ce que vous allez avoir comme image, c'est ça ici, valider votre nom de domaine. Moi, je donne mon adresse URL à mon tech avec mon nom d'utilisateur, mot de passe, puis il va valider mon nom de domaine. Et ensuite, vous allez avoir, quand vous allez rentrer dans votre panneau de configuration, vous allez avoir un petit crochet vert qui va dire, bon, ben, vous venez de confirmer votre nom de domaine. Ensuite, il reste l'étape à créer des utilisateurs. Vous pouvez le faire à la mitaine, un par un, si vous n'avez pas beaucoup d'élèves. On accepte aussi les fichiers CSV. Et encore là, quand ça va être fait, ben, vous allez avoir un petit crochet vert pour dire c'est beau, vos utilisateurs sont créés. Ensuite, il va rester à diriger les courriels. Donc, encore là, c'est pas moi qui le fais, c'est mon tech. Donc, lui, il doit modifier les enregistrements MX de mon nom de domaine. Donc, il fait cette étape-là. Et puis après ça, ben, c'est terminé. Tout ça, honnêtement, si votre tech fait ça rapidement, là, ça peut se faire à l'intérieur d'une journée. Et si vous achetez votre nom de domaine, ben, c'est 30 minutes, puis vous avez votre compte, vous avez votre panneau de config, puis le prof est prêt à commencer à utiliser les services de Google Apps Éducation. Je reviens, ben là, je suis dans les courriels, mais c'est parce qu'il y avait des petites informations assez pertinentes par rapport aux courriels. Là, vous savez qu'il y a d'autres services, mais là, je m'attarde au courriel. Il y a une petite image ici. La différence entre Google Apps Éducation et Google Apps Business ou Entreprise. Là. Donc, le coût, c'est gratuit. Google Vidéo, vous avez jusqu'à 10 GB par utilisateur. Google Site, par nom de domaine, vous avez 100 GB. Et le stockage de vos courriels, chaque utilisateur a 25 GB. Ce qui est quand même beaucoup, là. Il y avait de la petite information pour se prémunir contre les virus. Bon, ben, évidemment, Gmail n'accepte pas certains fichiers, entre autres ceux qui sont exécutables. Donc, vous avez la liste en cliquant ici. Une petite affaire que j'aime moins, c'est la taille des pièces jointes qui est limitée à 20 MB. Mais avec tous les bons services qu'il y a, je pense que ça pourrait être correct. Google Drive pour chaque utilisateur, c'est 5 GB. Là, je suis encore dans la version gratuite. Google Site, comme j'ai dit tantôt, c'est 100 GB par nom de domaine. Puis la taille maximale des pièces jointes, c'est 20 MB. Limitation des distributions de courriels. Vous avez la possibilité dans votre panneau d'admin de dire, bon ben, les jeunes qui ont des courriels, par exemple, élève1 à commercial domaine devprof.qc.ca, ben, ils peuvent juste envoyer des courriels et recevoir des courriels aux personnes qui ont le même nom de domaine. Autrement dit, élève1 à commercial domaine devprof.qc.ca peut juste envoyer des courriels à commercial domaine devprof.qc.ca. Donc, il y a possibilité de limiter ça. Donc, comme disait Patrice, ça devient une espèce d'intranet pour ton école, ta CS, ta classe même à la limite. Là. Exact. Et on peut aller plus loin parce que vous allez voir, ben, on ne le verra pas, mais dans le panneau de configuration de Google Apps Éducation, on peut créer ce qu'on appelle des unités organisationnelles. Autrement dit, c'est des sous-organisations. Autrement dit, c'est des classes. On pourrait avoir la classe 1, la classe 2. Donc, la classe 1, on pourrait dire les courriels sont permis seulement à l'intranet. Et la classe 2, c'est ouvert. Tout le monde peut envoyer des courriels à n'importe quel nom de domaine. Puis tout le monde peut recevoir des courriels de n'importe qui. Donc, au début, je verrais, par exemple, en première, deuxième année, ben, on envoie juste des courriels à l'interne. Puis, quand on est rendu en cinquième, sixième année, ben, on peut ouvrir.
Je dis des affaires comme ça, là, peut-être que c'est pas, c'est réalisable, on peut le faire, mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Au point 4, ajouter un pied de page à vos courriels. Ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est ça. C'est que le professeur peut mettre un pied de page. Vous allez voir, quand on va parler du programme de citoyen numérique, ben, ça serait le fun qu'on ajoute de l'information pour éduquer le jeune en lien avec l'utilisation d'Internet puis des services de Google Apps Éducation. Le point 5, je suis encore dans les courriels. On ne peut pas créer vraiment avec les courriels des listes de diffusion, mais on peut créer des groupes de contacts. Autrement dit, on prend ces contacts, on se crée un groupe, puis on envoie un courriel à tout ce groupe-là. Par contre, avec Google Group, là, vous pouvez créer des listes de diffusion et vous pouvez créer des forums questions-réponses. Mais je n'embarquerai pas là-dedans spécifiquement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on serait rendu aux autres découvertes qu'on a faites. Allez-y, c'est le temps. André Cotte, la main levée qu'il y a vis-à-vis de ton nom, est-ce que c'est une vieille main, ça, ou c'est une main récente? Ouais, c'est une vieille, je vais aller la laver, là. Merci. D'autres questions? Sinon, moi, dans le chat, je sais pas si vous avez vu passer ça. Ouais, vas-y, Steve. Ouais, salut. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être juste sur les signal sign-on, tu sais, je pense que si vous avez peut-être abordé un peu la question ou à peine, là, j'ai l'impression que les commissions scolaires vont avoir un frein à l'utilisation de Google Apps. En fait, il y a quelqu'un tantôt qui a dit que bon, ils ont demandé de l'installation du service Google dans leur commission scolaire. J'ai l'impression que les commissions scolaires, eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc intégré où est-ce que ils utilisent déjà leur base de données avec le portail et tout ça, et puis que ce service-là est une addition à leur base de données existante. Fait que il y a toute une question de login unique, là. Puis c'est ça, je pense que là-dessus, je pense que s'il y a des refus, ça va être sur ce plan-là qu'il va y avoir des problématiques, là. Donc, parce que j'ai l'impression que c'est ça, ils veulent avoir un service intégré, puis pas y aller à la pièce, parce que c'est sûr que vous pouvez vous inscrire à la pièce, puis faire des choses comme ça, mais s'ils veulent offrir un service à toutes leurs écoles, comme le fait la CSSMI, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en place un service de login unique qui se connecte avec Google. Donc, toutes les informations qui transitent impersonnelles entre Google et la commission scolaire, c'est par système d'étiquette, là, dans le fond, c'est tu as le nom d'utilisateur et il n'y a même pas le mot de passe qui passe. Et il y a une association qui est faite avec les données de Google. C'est sûr que si, par exemple, Donc, je fais un doc... Hein? Hein, Steve? Parce que quand tu as commencé à parler de ça, tu m'as inquiété parce que moi je pensais bien que ça se faisait, une espèce de single sign-on entre les services Google et tout le reste de la commission scolaire, portail et autres. Mais donc ce que tu dis, c'est que ça se fait, tu le confirmes, la CSMI l'a fait ou va le faire, là. Oui, puis je t'ai mis un lien dans le chat, là, si tu veux le mettre à l'écran. C'est toute la démarche, là, comment procéder, là. Ils ont choisi un protocole là, que je connais pas, là, qui est le SALM. Puis ça vous donne un peu la structure là, de comment ça fonctionne un SSO. Là. Donc, single sign-on. Là. OK. Là, je l'ai affiché sur le tableau blanc. Puis Bertin, si tu me donnes l'animation, je vais pouvoir l'ouvrir pour tout le monde aussi. Mais OK. Ben écoute, Steve, merci de la précision. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le point ce point-là ou n'importe quoi d'autre finalement avant qu'on passe au point suivant? Il y a Brigitte qui a la main levée. Vas-y, Brigitte. Oui, effectivement, ben, je confirme l'information de Steve. Je suis de la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles. Puis effectivement, nous, on se connecte avec les données, notre code d'utilisateur de la CSMI, puis c'est l'adresse, dans le fond,
notre CSMI, l'adresse élève, dans le fond, ben, l'adresse utilisateur là, de la banque des données qui est utilisée. Toutefois, on n'a pas activé le courriel pour ne pas faire l'espèce de doublon pour l'instant. Il y a seulement, c'est vraiment par le bureau virtuel là, qu'on a accès au courriel. Alors, dans les fonctions, étant donné qu'il y avait 2 boîtes, là, on ne voulait pas encore, c'était expérimental, alors ce volet-là n'est pas activé. Bon, ben, merci pour la confirmation, Brigitte. Il y a Patrice qui a la main levée aussi. Oui, À toi, Patrice. Merci. La préoccupation que Steve soulevait des commissions scolaires du single sign-on est tout à fait juste. Le cas, la CSSMI est particulier là, en partant à cause de son organisation, ne serait-ce qu'au niveau de leur modèle d'infrastructure en logiciel libre. Ceci étant dit, suffit d'un petit peu de volonté puis d'un petit coup de pied, je veux dire d'un petit coup de pouce du MELS envers un organisme comme la GRIX pour forcer à ces différents tentacules de la pieuvre à parler à un outil commun. Ça peut être un truc comme Chibolette, peu importe. Là, il y a plein de solutions qui existent déjà depuis plus de 10 ans. Alors, c'est pas un frein, là, il s'agit juste de volonté puis de voir si c'est une priorité au Québec de faciliter la vie à l'ensemble des enseignants puis des élèves. Merci pour ce commentaire. Brigitte, quelque chose à rajouter? Oui, je veux juste peut-être un détail, je ne sais pas si c'est important pour vous, mais les inscriptions toutefois sont faites manuellement. Les codes ne sont pas activés pour tous par défaut. Alors, étant donné que c'est fait manuellement, on n'a pas les mêmes représentations de groupes, là, groupe enseignant, groupe élève et tout ça là, qu'il y a dans la base de données. Alors, c'est malgré tout une autre. On est, oui, connecté, mais il faut activer le compte manuellement pour l'instant, dans la phase d'expérimentation où on est. Pour l'instant, j'imagine que ça va s'automatiser le jour où vous pourriez aller à plus grande échelle. Benoît, excuse-moi, Bertin. Oui, ben merci Brigitte. Bertin, est-ce que tu veux passer à la phase suivante? Puis pendant ce temps-là, moi je vais calculer le petit retard qu'on a. À toi. Ouais, ben c'est ça, je regarde en lien avec le retard. On voulait vous rendre un peu actif, malgré que vous l'êtes déjà, là. Les autres découvertes, bon, on a écrit des points qui sont là. Regarde, je pense qu'en 10 minutes, je suis capable de tout résumer ça. Ou d'autres découvertes que vous avez fait qui sont pas là, puis que vous aimeriez qu'on échange, qu'on aborde. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis au point 8 d'autres découvertes. S'il y en a qui veulent ajouter des points, mettez-les là. Par contre, c'est vous qui allez les présenter parce que je les ai pas découverts et les autres non plus, là. Sinon, je vais partager l'écran puis je passe les points 1 à 7 rapidement. Puis je te dirais, Stéphane, dans moins de 10 minutes, je peux tout passer ça. Parfait. Steve nous demande s'il y a un document Google de partage. Il a raison, ça aurait été très utile. Ce qui était prévu pour ça, c'est qu'on écrive dans le tableau blanc. Sinon, je peux en créer un Google Doc on the fly, Ben, ça serait un petit peu difficile. Écoute, on, je ben, on pense qu'on... pourrait, on pourrait envoyer les gens dans le document question là, que j'avais. Si vous allez sur le site, C'est vrai, t'en as fait un? euh, Oui, oui, ouais, oui, c'est oui. ça, c'est marqué. Posez vos questions dans ce Google Doc. Donc, vous pouvez aller là, mettre votre nom. Surtout si, moi j'ai pris des notes, là, il y a des questions qu'on n'a pas donné une réponse efficace, je pense. Donc, j'ai pris les noms, puis je vais mettre ça dans ce Google Doc-là. Je sais pas si tu le vois, Steve, là. Regarde, je vais partager l'écran, là. Euh, je m'apprête C'est bon, à envoyer le lien à tout le monde, Bertin. Est-ce c'est que bon. tout le monde a reçu le lien pour le Google Doc que dont Bertin parlait? Ah, ben C'est les pas gens le sont en Google train de Doc. rentrer dedans tranquillement. C'est bon. C'est bon. OK, c'est bon. Bon. Donc, je pense qu'il est 39. Regarde, je me donne 1 minute par point. Et ensuite, on pourrait prendre la pause puis commencer avec la dernière étape qui est programme de citoyen numérique. OK. Ce qui était prévu, Bertin, c'est que le point 3 commence à 9h45.
Puis on avait un petit buffer de 10 minutes là-dedans. Fait que ça devrait bien aller. OK, je vais aller Donc, à plus toi, Martin. rapidement. Je vais partager mon écran. Donc, je suis ici au point 2.5 dans d'autres découvertes. Le point 1. Donc, ce qui est important, je pense, au début, c'est de créer vos unités organisationnelles. Surtout, vous êtes une école, admettons, primaire, vous avez tant d'élèves, puis que tout le monde inscrit son nom, puis là, après ça, vous dites, je voudrais enlever Google, parce qu'on peut enlever des services aux élèves. La façon dont on le fait, c'est qu'on crée un genre de classe ou d'unité organisationnelle, de répertoire jaune. Et puis, on dit, bon, ben, tel élève, on le met là-dedans, puis on lui enlève Google Documents. On lui garde les autres services, mais on peut lui enlever, admettons, Google Documents. Donc, il faut déjà penser aux unités organisationnelles quand on commence à inscrire nos élèves. Ce qui est le fun aussi, c'est que Google Documents, ben, on pourrait dire, les élèves peuvent juste partager leur Google Documents à l'intérieur du nom de domaine. Autrement dit, dans mon Google Document, mon nom de domaine apparaît, puis je peux juste le partager à une autre personne qui est inscrite dans notre nom de domaine. Sinon, il n'y a pas accès au Google Document. Je vais rapidement là. Le point 2, rôle système, le point 1, je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. C'est bon. Le point 2, s'il y en a qui veulent rajouter des choses, là, le point 2, rôle système. Dans le panneau d'administration, vous avez plusieurs rôles. En passant, le panneau d'administration, il est quand même simple. Il est complexe, mais pas trop. Ceux qui connaissent Drupal, là, c'est vraiment une grosse machine, puis c'est complexe. Mahara, c'est quand même complexe, mais pas si pire. Puis je dirais que Google Apps Education est plus simple que Mahara, quand même, pas mal. Donc, on peut créer des administrateurs de groupes. Eux peuvent seulement créer des groupes, supprimer, modifier les groupes. Il y a des administrateurs de comptes utilisateurs. Donc, il y a des gens qui pourraient créer, qui peuvent suspendre, qui peuvent supprimer des comptes, modifier des comptes. Il y a des administrateurs de centres d'aide. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils peuvent juste modifier les noms d'utilisateurs des élèves. Il y a des administrateurs de services. Eux, ils peuvent enlever des services à des classes, ajouter des services, enlever des services à des élèves, etc. Et vous pouvez avoir une fonction qui est de créer un nouveau rôle. Par exemple, vous pourriez avoir un administrateur qui s'appelle un APO. Ben, vous pourriez dire, lui, je veux qu'il crée des groupes, qu'il crée des comptes utilisateurs et puis qu'il peut changer les mots de passe des élèves. Mais je veux pas, par exemple, qu'il commence à enlever des services à des élèves. Donc, on peut faire ça. J'avais mis un petit lien ici pour l'âge minimal requis pour les comptes de Google qui ne sont pas Google Apps Education, là. On peut suspendre le compte d'un utilisateur. Il est suspendu temporairement. On peut le réactiver, mais pendant qu'il est suspendu, ben, il n'a accès à rien. Ou on peut carrément le supprimer. Mais si vous le supprimez ses Google Docs, vous perdez tout. Définir les utilisateurs autorisés pour chaque application, ben, j'en ai parlé tantôt. C'est simplement de prendre un élève, de le mettre dans une unité organisationnelle, puis de dire, bon, ben, dans cette unité-là, l'élève a accès juste à son Gmail, par exemple. On peut télécharger d'autres applications gratuites et payantes. Ça, j'ai trouvé ça quand même le fun. Sur Google Apps Marketplace, ça, c'est l'administrateur qui va faire ça. Autrement dit, il pourrait rendre disponible à l'élève. Par exemple, je suis allé télécharger l'application Ganter, qui est une petite application pour créer des projets, disons, dans nos programmes. Bon, ben, le jeune, il peut aller dans sa barre menu ici en haut, puis son Ganter Project, il va être là. Puis à ce moment-là, s'il travaille avec, ben, dans son Google Drive, le projet va apparaître là. Ça, c'est une façon de procéder. Il y a une autre façon qui est directement... On peut faire ça dans un compte Google Drive ordinaire aussi. Et Ouais. on n'a pas besoin de Google Éducation pour ça. Et d'ailleurs, ça pourrait faire un bel atelier, ça, au rendez-vous à Québec, là, une espèce d'exploration de qui fait quoi avec quel truc dans quel contexte, là. C'est vraiment épouvantable la quantité d'apps on peut ajouter. C'est assez fabuleux. Puis la même chose dans Google Drive, ben, l'élève peut ajouter d'autres applications, comme j'ai ajouté l'application Kakao, puis GeoGebra, puis quand vous l'ouvrez, ben, vos fichiers se retrouvent dans votre compte Google Drive. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis l'administrateur, ben, il peut aller pour chacun des élèves pour lui enlever des applications qu'il ne veut plus que l'élève
est. On a parlé tantôt, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de profilage des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, profilage des utilisateurs? J'ai copié une phrase dans le document de Brigitte Besnard, puis je tiens à remercier Brigitte Besnard puis David Cormier qui nous ont aidés à monter cette formation-là parce que moi, je connaissais pas Google Apps Éducation, puis Stéphane puis Benoît non plus, donc on voulait juste se faire valider. Est-ce que ce qu'on a mis là est correct? Est-ce qu'on a oublié des choses? Donc, ces gens-là nous ont aidés. Puis, il y avait une phrase que je trouvais, bon, je l'ai copiée là, dans le document à Brigitte. C'est Google Apps Éducation OK, et n'enregistre aucun profil de consommation en vue de parsemer l'environnement de publicité ciblé par l'élève. Donc, c'est ça du profilage. Une autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est créer votre propre centre de formation. Il me reste une minute, créer votre propre centre de formation. Le site que vous avez ici, ben, tout ce que j'ai fait, Google Apps Éducation offre un modèle de site pour justement former les enseignants aux différents services qu'ils offrent. Je l'ai simplement copié, puis on peut le modifier. Je l'ai modifié, puis en plus, en haut, vous avez utilisé ce modèle. Donc, je l'ai rendu disponible aux autres. Vous pouvez, vous autres, prendre ce modèle-là, le copier, il va se ramasser dans vos Google Sites et vous modifiez ce que vous voulez. Assister à un webinaire en direct, il y a des webinaires à l'occasion, puis si vous n'y avez pas assisté en direct, ben il y a une petite vidéo qui vous le présente. Si jamais vous voulez expérimenter en tant qu'élève, ben rendez-vous sur google.ca, puis branchez-vous avec le nom d'utilisateur qui est là, puis le mot de passe. Vous allez voir les services que l'élève a. Bertin, les webinaires que tu parles là, c'est des gens de Google qui te donnent de la formation pour mieux utiliser ton Google App Education, là. C'est ça? Ouais, puis mais C'est un service d'accompagnement, de formation qui offre, là, c'est ça? c'est ça. Est-ce que c'est OK. des gens de Google qui offrent ça? J'ai pas été en détail, là, je pourrais pas dire. Je sais pas s'il y en a qui ont la réponse. OK. Donc, on serait rendu, si jamais vous avez des questions, allez-y. Sinon, on serait rendu à la pause, puis je vous dirais on peut-tu prendre une pause de 5 minutes, puis dans 5 minutes, on irait avec Benoît? OK. On revient à 9h52, disons. C'est bon. 9h52. Puis, c'est ça. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Nous autres, on va repartir à 9h52. Puis là, ben, si jamais vous avez des questions, je vois qu'il y a Brigitte, il y a Nathalie. Il y a Nathalie qui a une question. Elle aimerait qu'on parle de citoyenneté numérique. Je pense que ça s'en vient, Nathalie, Bertin, puis Nathalie, Benoît ont des choses là-dessus. Nathalie, après la pause, on rentre dans le programme de citoyenneté numérique. Le reste du temps, il est pour ça. Bon. OK, on se voit à 52 tout le monde.
Je suis revenu, Bertin. OK, ouais. Juste une petite minute, puis on va commencer. On va commencer. Fait que là, ce qui était prévu, c'est 5 minutes sur le point 3.1, 15 minutes pour le 3.2, puis 10 minutes pour 3.3. Mais tu disais, toi, que le 3.3 pouvait servir de buffer parce Ouais. que Non. ça pouvait être raccourci. Ouais. On va laisser vraiment 15-20 minutes à Benoît. On finit à écart, ça veut dire laisse-moi 2 minutes pour le 3.1, 15-20 minutes à Benoît, puis 5 minutes pour ce qui restera, là, je OK, terminerai avec le programme. parfait. Ouais. Bon, en attendant que tout le monde arrive, Benoît a eu un feedback de Denis Galland qui a répondu. On va essayer de le retrouver textuellement. À sa connaissance, Google décompose les fichiers et les distribue dans plusieurs centres de données. Ce qui voudrait dire que avoir un centre de données exclusif au Québec, Google, ça se peut à peu près pas, étant donné que les données se retrouvent éparpillées un peu partout dans le monde. Donc, la question à ça, c'était, on peut-il avoir un centre de données Google propre au Québec avec lequel nos CS pourraient faire affaire? Semblerait que non. OK, puis c'est écrit où, ça? C'est dans le chat. Benoît nous a copié ça dans le chat. C'est une C'est réponse bon. qu'il a reçue de Denis Galland qui était sur Twitter pendant C'est bon. l'activité. Merci, Benoît. Sinon, il était 53. On recommence? On commence. Je vais juste partager mon écran, là. OK. Donc, dernière partie, c'est sûr que l'utilisation d'Internet puis l'utilisation de Google Apps Éducation, c'est des services qui sont hyper puissants, puis c'est sûr qu'il peut arriver des faits illicites. Donc, je pense que ça prend un programme de citoyen numérique. Je vais rentrer avec les principes directeurs. Ensuite, Benoît va prendre la parole pour proposition de questions dans la conception de charte d'utilisation. Puis ensuite, on va aller dans le point 3.3, aller voir des exemples de charte d'utilisation. Les principes directeurs, puis là je le dis encore, c'est à l'état brouillon. Donc, les valeurs du programme, c'est d'éduquer le personnel scolaire, les parents puis les élèves à une intégration d'éthique de façon prudente et diligente, pédagogique et sécuritaire. L'objectif du programme, c'est d'établir un cadre technologique éducatif qui inclut des normes et des valeurs pour que les gens puissent avoir un comportement approprié et responsable à l'utilisation d'éthique partout, tout le temps. La caractéristique du programme, ben, c'est, on considère que Google Apps Éducation, c'est le bureau virtuel scolaire de l'élève qui utilise des outils du Web 2.0. Donc, les fonctions du Web 2.0, ben, les trois qui viennent à l'idée, c'est l'archivage, la production et le réseautage. Ben, on s'appuie sur ces trois fonctions-là pour créer notre programme de citoyen numérique. Effectivement, il y a des rôles, puis il y a des responsabilités des partenaires. Les partenaires, c'est qui? C'est les élèves ont des rôles et des responsabilités là-dedans, les parents aussi, les enseignants aussi, la direction d'école, et on pourrait mettre la commission scolaire et autres. Il y a des stratégies d'application. Pour que ça fonctionne, il faut mettre des stratégies en place, donc on en a élaboré quelques-unes qui se retrouvent là. Question pour toi, Bertin. Ça, c'est quelque chose que tu as rédigé pour ton projet Google Apps Éducation que tu as mis en place. Est-ce Ouais. exact? Tu t'es inspiré d'autres choses pour rédiger ça? Ouais. Ça? J'ai commencé à regarder, je pense que il y en a vraiment pas beaucoup de programmes de citoyenneté numérique. J'ai mis dans le document Note collective, là, Nathalie Debois avait demandé quelque chose. J'ai mis le lien vers la commission scolaire Lester B. Person. Eux, ils ont vraiment un programme de citoyenneté numérique qui me reste à aller voir parce que je l'ai regardé rapidement, mais je veux mettre mes propres choses en place, puis après ça, aller voir ce que les autres ont fait pour bonifier mon programme. Mais c'est ça. OK, mais ça, c'est ce que tu nous as montré, c'est de ton cru, inspiré de lecture, puis que tu vas bonifier éventuellement en allant voir Lester B. Exact. Puis en allant en voir d'autres, si OK. jamais il y en a d'autres, mais j'en ai pas trouvé d'autres, là. OK, merci. Donc, le partage d'écran il est terminé. C'est beau. Donc, je laisse la parole à Benoît par rapport au point 2, Benoît.
Est-ce que tu veux me donner le contrôle, s'il te plaît, Bertin? Oui, excuse-moi. Merci beaucoup. Je vais aller chercher mon document. En fait, la question que soulève Bertin, en fait, on parle d'éduquer à une citoyenneté responsable et diligente et tout et tout. Ce que je vais vous proposer comme élément de réflexion, c'est ce que il y en a quelques-uns d'entre vous, je sais, qui ont participé ou qui ont été visionnés le sommet sur l'iPad en éducation. En fait, je vais reprendre les éléments que j'ai amenés lors de cette conférence-là. Parce que, en fait, ce que pose la question de Bertin, il disait au début, les avant, apportez votre appareil numérique ou les BIOD pour utiliser l'expression anglaise. Amener les appareils mobiles des élèves, ça suppose tout un paquet de choses et il y a beaucoup de résistance dans les milieux scolaires, hein, et puis c'est pas pour rien qu'il y a ces résistances-là. Donc, on va aller essayer de voir comment on pourrait réfléchir à tout ça, voir comment on peut faire pour regarder tout ça. Moi, j'ai utilisé une courte animation. Je pense que j'ai pas joint la vidéo au document. Je l'avais-tu joint la vidéo au document? Dans quoi je la trouve? Oui, c'est ça. Exactement. Merci. Je vous invite à écouter ceci. Wow! Yep. Non. Oups. Oh! Yep. Non. Oups. Wow! Bon, alors, c'est la vidéo que j'ai utilisée en introduction au sommet de l'iPad. Si je reviens à mon document. OK, ici, oui, merci. Il y a des gens généreux qui m'aident, c'est très gentil. Donc, l'animation que je présentais, dans le fond, c'est un petit clin d'œil. Cette vidéo-là, si vous jamais voulez la réutiliser, elle est sur YouTube, sur le compte du Récit d'épée de notre compte YouTube. Vous avez des liens un peu partout vers cette vidéo-là. Donc, je la mettrai aussi sur Twitter tout de suite après. Vous avez donc une petite vidéo qui aide à réfléchir, mais qui ne donne pas nécessairement des solutions, mais qui amène en évidence qu'on voit de plus en plus des projets naître, notamment les iPads, mais toutes sortes d'appareils, des Ultrabooks et compagnie, le Chromebook. Tout le monde a été impressionné par ces machines-là. On veut les entrer dans les écoles. Mais par contre, en paradoxe, on interdit les appareils mobiles des élèves. Quand on veut utiliser Google Apps en éducation, on a besoin de toutes sortes de technologies. Puis si on veut amener les jeunes à apprendre à se servir des technologies qu'ils ont dans les mains, mais à les voir comme des outils, mais peut-être qu'à réfléchir sur comment on peut faire pour intégrer pas juste les appareils de l'école, mais ceux qui sont aussi présents à l'école, mais qui sont habituellement interdits. Je poursuis donc parce que dans les écoles où on a voulu interdire les appareils mobiles, hein, les gens, ce que j'ai eu comme écho des enseignants, c'est que ça fonctionne pas. Les appareils mobiles, même si on les interdit, ils rentrent pareil dans l'école, puis parce qu'on les interdit, ça développe des comportements qui sont pires parfois que ceux qu'il y avait sans qu'ils soient interdits, parce qu'on s'en sert en les cachant. Donc, on s'en sert à l'insu des autres, donc ça devient parfois même nuisible. Il y a des enseignants, pour contrer ça, ils ont décidé d'installer une boîte à l'entrée de la classe. Quand les élèves entrent dans la classe, ils doivent déposer leur téléphone cellulaire dans la boîte. Alors, il y a des enseignants qui m'ont dit, c'est bien beau ça, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les élèves, ils ont compris vite qu'en prenant un vieux cellulaire qui ne servait plus à la maison, en le mettant dans la boîte, il n'y avait plus de problème. Mais le vrai cellulaire, celui qui est le leur, le bon, il est toujours dans leur bas ou dans leur manche ou dans leur poche bien cachée. Mais il est toujours en classe, puis il continue de pouvoir causer des problèmes.
Mais on a peur de ces appareils-là, puis on a peur, c'est pas sans raison. Et si on pense qu'on veut développer des citoyens numériques, on veut bien les éduquer, mais c'est épeurant dans la classe pour la plupart des enseignants, entre autres à cause de la caméra, parce qu'on sait que la vie d'une classe, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toutes sortes de moments, même le meilleur des enseignants de la Terre va arriver dans des situations qui n'auraient pas aimé qu'il se trouve sur la place publique. Donc, la caméra permet de prendre des photos, bien sûr, des vidéos, mais en plus de ça, ces appareils-là sont reliés à des réseaux. Hein. On a beau bloquer les réseaux de notre commission scolaire, les élèves ont leur propre réseau. Hein. La plupart des téléphones intelligents ont accès à Internet à travers le 3G, le LTE même, donc ils ont des réseaux parfois même plus rapides que ceux de la commission scolaire. Il y a même une fois un enseignant, je pense que c'est Pierre Poulin qui rapportait ça, que dans son école, à un moment donné, il a voulu faire un projet avec ses élèves. Il voulait accéder à Internet, mais le réseau de la commission scolaire était barré. Mais là, il y a un élève qui a dit « Ah, c'est pas grave, moi j'habite juste sur le côté de la rue, puis je le vois, mon réseau. » Alors, il a donné le code d'accès aux élèves de sa classe et ils ont été capables de se connecter au réseau de l'école. Donc, ils ont été capables de faire leur projet pédagogique grâce au réseau personnel de l'élève à la maison. Bon, je ne sais pas si le compte de ce mois-là a été plus élevé pour les parents, mais disons que ça a permis quand même que leur projet puisse se réaliser. On en a peur aussi parce que même si c'est pas seulement parce qu'ils sont reliés à des réseaux, à un réseau sans fil, mais c'est aussi parce qu'ils sont reliés aux médias sociaux. Les médias sociaux amènent une diffusion virale de l'information et parce qu'il y a des notifications, parce qu'on est en réseau, parce que on transmet l'information à une vitesse très, très, très rapide, si bien que ce qui se passe dans la vie de la classe peut se retrouver en temps réel sur la place publique. Et puis, ça peut être assez dérangeant, assez mêlant. Alors, comment on peut faire pour réfléchir sur ça, puis mieux gérer ces réalités-là? Ben, moi, c'est là que j'amène les éléments de la réflexion éthique. Je vais aller un peu plus vite parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui les avaient déjà entendus, ces éléments-là. Alors, je vais simplement les résumer, hein. Dans le fond, quand on a à réfléchir sur des questions éthiques, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part de situations. Souvent, on part de situations. On peut réfléchir dans le vide, là, mais concrètement, l'être humain va constamment ramener les questions éthiques à des situations pour pouvoir en donner des exemples. Alors, quand on pense à la présence des mobiles à l'école, on peut se questionner sur, par exemple, les éléments plus factuels. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Ce sont des genres de questions qu'on voit pas seulement en éthique, hein, on va les voir en français, en univers social notamment. On peut avoir des questions qu'on pose de cette façon-là, parce qu'en fait, on est en train d'établir les faits quand on se pose ce genre de questions-là. C'est très utile en réflexion éthique de considérer les faits. Je parle de ça parce que souvent, dans des situations où on veut éduquer, on a tendance à avoir une approche moraliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, on veut que les jeunes se conforment à un comportement attendu. On veut qu'ils se normalisent à ce qu'on s'attend d'eux. Mais faire ça, ça peut amener des comportements acceptables si les élèves décident ou acceptent de s'y conformer, mais au niveau éducatif, la valeur est beaucoup moins forte parce que ça n'amène pas une implication, ça n'amène pas un changement interne chez l'élève, donc il va faire en sorte que lui va adopter nécessairement ces comportements-là. Il va s'y conformer quand on va s'attendre à ça de lui, mais une fois qu'il va il n'y aura plus cette exigence-là, ça ne veut pas dire qu'il va continuer d'adopter ces comportements-là. Donc, les campagnes de sensibilisation vont avoir parfois comme effet l'effet inverse, c'est-à-dire que si on n'y accorde pas trop de crédibilité, on va même en rire, puis on va peut-être décider de ne pas s'y conformer du tout. Donc, la réflexion éthique, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'essaie pas de normaliser les comportements, mais elle amène les élèves à mieux comprendre les éléments qui sont en jeu pour voir ce qu'eux peuvent faire pour gérer ou pour vivre cette situation-là. Puis, bien sûr, ce qui va favoriser le mieux vivre ensemble. Bon, je vais parler des questions factuelles. On peut aussi s'intéresser en réflexion éthique aux points de vue qui sont présents dans des situations. Alors, on a nommé qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être présentes, par exemple, dans une situation qui comporte l'utilisation
de Google Apps dans une école ou l'utilisation des appareils mobiles à l'école. Donc, bien sûr, il y a les élèves, il y a les enseignants, mais il y a aussi la direction d'école. Il y a aussi, bien sûr, tout le personnel qui vit dans cette école-là, qui peut être interpellé par la présence, par exemple, d'appareils mobiles des élèves à l'école. Mais bien sûr, il faut penser nécessairement aux parents, bien sûr, mais aussi éventuellement à toute la société, parce que à partir du moment où ce qui se passe à l'école devient fait public, ben, ça devient aussi d'intérêt public pour tout le monde. Donc, en question éthique, quand on réfléchit sur des situations, ce qui fait qu'il y a des questions éthiques, c'est qu'il y a plusieurs points de vue et que ces points de vue-là peuvent être en tension les uns envers les autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des tensions entre ces points de vue-là? Mais c'est que tout le monde n'a pas les mêmes repères. Hein? On ne se base pas sur les mêmes choses pour étayer nos propres points de vue. Par exemple, on parlait des faits tout à l'heure. Les faits, ça peut avoir l'air très neutre, mais je demande à n'importe qui de décrire factuellement une situation, mais on va avoir, si on est 5 personnes, on va avoir 5 descriptions différentes. Pourtant, on est dans le fait, dans le factuel. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'accorde pas nécessairement l'importance aux mêmes faits, on n'est pas sensible aux mêmes réalités, on ne remarque pas les mêmes choses, donc on ne rapporte pas les choses de la même manière. Mais aussi, on peut parler de normes. Hein? Quelles sont les normes qui sont en cause dans les situations qui comportent des questions éthiques? De normes, ça peut être bien sûr les lois. Hein? Les lois, depuis tantôt qu'on parle de lois sur l'instruction publique, de Patriot Act, de toutes sortes de règles qui pourraient avoir un impact sur ce qui se passe à l'école. On peut parler aussi des politiques de la commission scolaire, on peut penser aux règles de l'école. Ça, ce sont des règles plus formelles qui sont plus écrites. Il y a aussi des normes là, qui sont plus culturelles. Par exemple, entre les jeunes eux-mêmes, ils ont une sorte des règles de leur culture. Il y a des choses qui ne se font pas entre eux, entre ados. Hey, voyons, on ne fait jamais ça, ça ne se fait pas, si, c'est ça. Puis, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, souvent, ce n'est pas nécessairement les mêmes choses que pour les adultes. Donc, on n'a pas nécessairement tout le monde les mêmes repères. Même, par exemple, simplement dans une école, quand un nouvel enseignant arrive, puis des fois, il veut dire ah ben moi, j'aimerais ça, peut-être on pourrait essayer de faire ça, telle chose. Puis là, qu'il y a un enseignant qui est plus d'expérience, qui est de l'école, qui dit ben, dans notre école, ça, on n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qu'il fait cet enseignant? Il vient d'établir une norme culturelle, une norme tacite que non, ça, on ne veut pas aller là. Donc, il est en train de, ça aussi, ce sont des normes qui sont en présence. Et bien sûr, il y a aussi les valeurs. Les valeurs, qu'est-ce que c'est? Si on essaie de résumer simplement, on dit une valeur, c'est ce qui est important pour une personne, mais c'est pas juste ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel on le place. Parce qu'on pourrait, par exemple, convenir, tout le monde ici, de 10 valeurs communes, par exemple, mais je demanderais à chacun d'entre vous de les placer par ordre d'importance. Et là, on se rendrait compte que tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes valeurs parce qu'on ne place pas les choses en même ordre. Puis même soi-même, chaque individu, moi, par exemple, quand je suis en famille avec mes enfants, quand je suis avec mes collègues de travail, quand je suis avec mes amis, mes valeurs ne sont pas nécessairement toujours placées dans le même ordre. Alors, ça amène aussi chez chaque être humain ce qu'on appelle l'ambivalence, hein, le fait qu'on ne se comporte pas toujours de la même manière, parce que dans des contextes qui peuvent varier, on n'accorde pas toujours l'importance aux mêmes choses. Donc, ça aussi, c'est des éléments très, très importants à prendre en compte puis à comprendre pour aider à voir plus clair puis à trouver des solutions quand on est dans des situations, par exemple, où on veut sensibiliser, on veut amener les jeunes à mieux comprendre les éléments de la réflexion éthique. Bon, les choix, les actions possibles, on pourrait en nommer plusieurs. Ce qu'il faut retenir de ça, là, c'est qu'il ne faut pas se limiter à 2 choix. Il faut aller vraiment au-delà, explorer le plus grand nombre de choix possibles, puis s'intéresser aux conséquences autant positives que négatives, parce que souvent, comme adulte, conséquences équivaut à négatif. Mais il y a aussi des conséquences positives à plein de gestes, et donc ça aussi, il faut s'y intéresser. En réflexion éthique, finalement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à voir qu'est-ce qui favorise le mieux vivre ensemble. Alors, si on applique ça, là, je vais un peu vite, je continue. Si on essaie d'appliquer ça à la question des appareils mobiles à l'école, bien, voici des questions qu'on pourrait utiliser. Moi, ces questions-là, là, je les ai utilisées hier avec des directions d'école à la Commission scolaire des portages de l'Outaouais. Mais je pourrais utiliser ça pour établir, par exemple, les politiques de la Commission scolaire. Mais on pourrait utiliser ces mêmes questions-là avec les enseignants pour établir les règles de l'école. Puis on pourrait utiliser ces mêmes questions-là avec les élèves pour établir le fonctionnement de la classe, les règles de la classe, de vie de classe. Donc, si on dit qu'on veut rentrer des appareils mobiles des élèves à l'école, je suis vraiment désolé, je vais vite, hein, c'est parce que le temps passe très vite. Alors, je veux avoir le temps de passer au travers. Désolé pour... En fait, Benoît, il resterait 3 minutes si Bertin accepte toujours de faire juste 2 minutes pour la fin. D'accord, parfait. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je parle un peu vite. Après, il n'y a pas de problème non plus. Moi, je vais devoir vous quitter. Il y a un autre atelier qui va commencer à 12h30.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai pour la plupart d'entre nous. On pourrait se demander en quoi ces appareils-là peuvent-ils nuire aux apprentissages. Et là, on pourrait nommer plein de choses, mais Thierry Carcenti en nommait hier, la principale, hein, c'est la distraction. Si on poursuit, donc, on pourrait se demander en quoi ces technologies-là peuvent nuire aux personnes. Hein. Donc, on parlait des fois de prendre des photos à l'insu, mais on pourrait aussi parler d'équité, hein, parce que souvent, est-ce qu'on n'accentue pas l'inégalité sociale dans les écoles en ayant des appareils mobiles des élèves? On pourrait aussi se demander en quoi ça peut nuire aux infrastructures. Les services informatiques vont vous dire que ça va engorger le réseau, ça va ajouter plus de monde, ça va faire plus de technologies à gérer, ça risque d'amener des virus dans le réseau de la commission scolaire. Donc, ce sont des exemples. Mais à l'opposé, on pourrait se demander en quoi ces appareils mobiles peuvent aider aux apprentissages. Hein, puis hier, Thierry Carcenti encore disait que l'équation est vraiment pas égale entre les inconvénients et les avantages par rapport à l'apprentissage. Hein, c'est vraiment nettement supérieur. Donc, poursuivons. On peut aussi se demander en quoi ça peut aider aux personnes. On parlait d'inéquité tantôt. Mais si on a des technologies à l'école, à qui on va les attribuer en priorité? Est-ce que c'est à ceux qui en ont déjà des technologies ou c'est à ceux qui en ont pas ou qui en ont moins? Parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui n'en ont pas du tout, puis il y en a d'autres qui peuvent en avoir 3 ou 4. Donc, enfin, on pourrait aussi se demander en quoi ça peut aider aux infrastructures, puis quels sont les choix qu'on peut faire. Si, par exemple, on a besoin de fournir moins de technologies parce que les élèves ont les leurs, peut-être qu'on pourrait mettre plus d'argent dans les infrastructures comme les réseaux ou comme les ressources humaines pour soutenir la mise en place ou l'utilisation de ces technologies-là dans les écoles. Donc, ça aussi, c'est des questions qu'on pourrait réfléchir à toutes sortes de niveaux avec tout le monde. Enfin, bien sûr, on pourrait, à partir de ces questionnements-là, essayer d'établir les politiques, les règles de l'école ou les règles de la classe en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider sans nuire, tout simplement. Il y a certaines écoles, par exemple, qui ont mis une seule règle. Ils ont dit qu'il faut que ça serve uniquement à l'apprentissage. Je ne dis pas qu'il faut faire ça de cette façon-là, mais c'est un exemple, par exemple. Des petites considérations rapidement. On pourrait se demander qui va gérer ces règles-là. Par exemple, il y a une école où c'est le conseil étudiant qui applique les règles quand il y a un manque de respect des règles liées à l'utilisation des appareils mobiles. Qu'est-ce qui arrive si on ne les respecte pas? C'est important de mettre ça clair auprès des élèves. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Gérer la notion d'exception. Il y a des exceptions dans le temps. Par exemple, mon père est parti en ambulance ce matin, ça se peut que je reçoive un appel. Ça peut être une exception? Oui. Sauf si c'est la même exception tous les matins, son père part en ambulance parce qu'il est ambulancier, là, ça ne marche pas. Là, on peut travailler la notion d'exception avec les jeunes de cette façon-là. Sinon, ben, il y a bien sûr qu'on peut parler d'exception en lien avec des individus. Il peut y avoir une exception qui est toujours vraie, mais c'est lié à une personne, à un besoin particulier de quelqu'un, d'un élève. Pensons aux élèves en difficulté. Des considérations très importantes d'impliquer l'élève dans le processus, parce que si on veut juste le sensibiliser, mais qu'il n'est pas impliqué dans le processus, ça va rester quelque chose d'extrinsèque. Si on veut que ça devienne intrinsèque, intégré pour lui, c'est très important de l'impliquer dans cette démarche que je viens de vous présenter. Il faut aussi tenir compte du point de vue des enseignants. Ça ne peut pas être partout, tout le monde, la même chose. Il faut permettre aux enseignants qui veulent aller de l'avant de le faire, mais permettre à ceux qui ne sont pas prêts d'y aller graduellement. Toujours, comme je le disais tantôt, prendre en compte tant le positif que le négatif. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Bertin pour conclure. Merci, Merci Benoît, pour ce sprint. Bertin, à toi. En réalité, c'est terminé. Donc, si les gens quittent, il n'y a pas de trouble. Je veux juste partager l'écran. Je me donne 3 minutes pour... Ok, c'est bon. On voit bien ton écran. Let's go, let's go, let's go. Donc, en lien avec les questions que Benoît a amenées, ben, il y a des gens qui vont, le personnel scolaire va écrire des politiques d'utilisation. J'ai mis ça au point 3.3 ici, programme de citoyenneté numérique. Donc, une première charte qui pourrait être écrite, c'est en lien avec le réseau sans fil, les appareils mobiles, parce que je pense que l'école devrait s'engager à certaines choses, l'élève devrait s'engager aussi, puis la responsabilité des parents. Je passe très vite. Un répertoire des projets technopédagogiques puis des impacts à l'utilisation d'Internet. Ce que je veux dire par là, prenons le préscolaire. Un prof qui est au préscolaire
Voici les projets qu'ils font, voici les apps qu'ils doivent télécharger dans leur appareil. C'est en lien avec apporter votre appareil numérique, donc je pense que c'est la responsabilité de l'école de dire aux parents, voici les apps que nous allons utiliser, voici les applications que nous allons utiliser, voici les projets que nous allons faire, et c'est aux parents d'installer ces apps-là, c'est aux parents de préparer l'appareil, parce que les jeunes arrivent avec n'importe quel appareil. Ensuite de ça, l'impact à l'utilisation d'Internet abordé en classe, ben disons que les gens du préscolaire ont décidé de parler des droits d'auteur et de l'usurpation. Ça m'est arrivé avec mon petit bonhomme, ça. Donc, on pense que c'est un tableau, c'est la responsabilité de l'école de mettre ça en place et de fournir aux parents les projets qui vont être utilisés dans l'intégration des TIC. Je vais très vite. Un autre charte, c'est concernant Internet et les services de Google Apps Éducation ou d'autres services ou d'autres applications, là. Donc, ça prendrait une étiquette, c'est-à-dire des règles de savoir-vivre et des règles de courtoisie qu'il faut faire en utilisant Internet, Google Apps Éducation. Une procédure de rédaction, c'est le devoir que les enseignants arment les outils pour qu'ils puissent donner des productions de qualité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de ne pas faire des fautes. Je pense qu'il faut utiliser les fautes comme un levier d'apprentissage. Une lettre pour informer les parents à l'utilisation d'Internet puis des services de Google Apps Éducation. Il y a un autre modèle qui est ici. Une liste de vérification aux grilles d'auto-évaluation pour publication sur le web. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand les jeunes publient, ben on ne sait pas quoi leur dire lorsqu'ils vont publier, lorsqu'ils vont rédiger un texte. Donc, il y a des informations là que l'élève devrait savoir. Est-ce que quand il met des commentaires, est-ce que les commentaires sont pertinents, etc. Donc, il y a d'autres éléments qui sont très importants que l'élève doit savoir. Donc, c'est des grilles pour l'enseignant puis pour l'élève. Ensuite de ça, un répertoire mensuel des impacts, c'est-à-dire, par exemple, prenons le mois de novembre. Bon, ben, on pourrait parler de l'identité numérique. L'école va envoyer à l'élève, disons, dans son courriel, pied de page, bon, ben, va voir telle vidéo, on parle d'identité numérique, c'est bon. Il faudrait donner de l'information aussi aux parents pour qu'ils puissent éduquer leurs jeunes. Puis le personnel scolaire peut-être envoyer autre chose sur l'identité numérique. Donc, pour chacun des mois, ben, on peut envoyer des aspects à traiter par rapport à l'utilisation, à l'impact d'Internet puis de Google Apps Éducation. J'ai été hyper vite, là, mais c'est terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à dire. Ben, écoute, Bertin, je pense que comme tu disais au départ, l'idée c'est d'initier des choses, mettre en commun des. En tout cas, qu'on sache qui travaille là-dessus dans le réseau, puis après ça, se poser des questions sur la liste. C'est une activité de démarrage. On verra comment ça évolue, puis comment on peut organiser d'autres activités autour de ce thème-là, de ces thèmes-là peut-être. Puis, ben, écoutez, ça serait normal qu'on n'ait pas répondu à toutes les questions aujourd'hui. Puis, je vous invite là, pour la suite à soit travailler dans le Google Doc ou carrément faire des échanges sur la liste comme comme ça se fait régulièrement. Bon, on conclut la fin de cet atelier-là, Bertin? Oui, tant Peut-être qu'à moi, prendre c'est 2 terminé. minutes pour ceux que ça intéresse, qui auraient encore des questions. On peut rester encore 2-3 minutes dans la salle pour essayer d'y répondre. Gênez-vous pas, levez la main, prenez la parole spontanément. Je vois que Daniel Beauséjour a écrit quelque chose dans le document. Daniel, je vais envoyer une question aux gens du récit, à savoir ceux qui utilisent Google Apps Éducation, puis on va le savoir avec cette question-là. Bon, il y a Nathalie La réponse. Dubois qui avait posé la question dans le Google Doc. Je cherche des modèles de programmes de citoyenneté numérique. Il y a eu donc Bertin qui a rentré les documents qu'il vous a montrés dans son site tantôt. Mais Lester B. Peterson, là, c'est Lapin Anonyme là, qui a publié un lien là-dessus. C'est probablement attends un petit peu, je me souviens pas son nom, C'est moi qui l'ai. c'est toi qui l'as mis? OK. Mais ça, Ouais. on parle de l'école de Luc Lagarde, je pense. Ou de Barry. Non, c'est Barry. Barry. Ouais. C'est l'école c'est la commission scolaire de Barry. En tout cas, ça a l'air des belles ressources là, qu'on va pouvoir aller consulter un petit peu plus tard. Benoît, tu lèves la main? Oui, en fait, je voulais juste dire peut-être que Bertin, si tu pouvais partager le document Google Doc des notes là, dans le Google Drive là, du rendez-vous virtuel. Là. Et s'il y a d'autres documents à partager, on pourrait les partager à cet endroit-là. Donc, ça donnera l'accès plus facilement à tout le monde après l'atelier.
C'est bon, je fais ça tantôt. OK. Bon, ben, Merci. je vous remercie beaucoup, messieurs. Moi, je me sauve à mon prochain atelier. Merci à vous deux. Ouais, à tout le monde. Bravo. On se reparle avant l'automne. Oui. Merci beaucoup, participants. Merci beaucoup, Benoît et Stéphane.